au plus haut des cieux. Sincèrement, c'est pour nous une grâce et un privilège qui nous est accordé de pouvoir nous entretenir avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, pour vraiment l'occasion qu'il nous offre de nous entretenir au sujet des régimes matrimoniaux et des successions. Nous remercions sincèrement les organisateurs et particulièrement notre papa, le révérend docteur pasteur Dieudonné Sita Luemba, pour le choix porté sur notre modeste personne afin de parler des régimes matrimoniaux et des successions. Merci en ces lieux. Que le Seigneur pense à vous. Les régimes matrimoniaux sont très importants et il est important de les connaître, surtout en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que parent et aussi pour les aspirants au mariage. Pour parler des régimes matrimoniaux, nous allons nous baser sur la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, entrée en vigueur en janvier 1988 et qui a été modifiée et complétée par la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016. Nous avons également utilisé le livre du professeur Kifwabala Tekila Zaya, intitulé « Le droit civil congolais, les régimes matrimoniaux, succession et libéralité ». Nous allons parler des régimes matrimoniaux en termes de plan. Quel est le concept? C'est quoi le régime matrimonial? Quels sont les types de régimes matrimoniaux que la loi prévoit ou organise? Comment opérer le choix du régime matrimonial? Comment s'effectue la gestion des biens? Comment opérer la modification du régime matrimonial? Et comment se fait la dissolution du régime matrimonial? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie va concerner les successions. C'est quoi une succession? Quelles sont les dispositions légales qui régissent les successions? On ne saura pas passer en revue tout cela. Je vais juste dire l'essentiel. Il y a des successions ab intestate, nous en parlerons. La succession testamentaire, nous allons également en parler. Nous allons parler de l'administration, de la liquidation, de la succession. Comment se fait le partage entre héritiers? Comment se fait la liquidation de la succession? Et comment s'effectue, comment opérer l'option des héritiers ou des légataires et quelques règles spéciales, notamment sur les rapports. Mais tel que j'ai examiné la question, il me semble que nous ne saurons pas épuiser la matière. Apparemment, en fait, je vais faire un effort, mais nous risquons de ne pas épuiser toute la matière. Rien que les régimes matrimoniaux nécessitent qu'on puisse vraiment donner des explications claires et qui permettent à chacun de pouvoir les comprendre et de pouvoir également savoir aider les autres, surtout en tant que serviteur de Dieu. Notre législateur n'a pas défini les successions. Il a consacré plus de 50 articles aux successions.
mais sans pouvoir en donner la définition. Mais nous pouvons définir, ce n'est pas moi, le régime matrimonial comme étant l'ensemble des règles de droit qui s'appliquent aux intérêts pécuniaires des époux dans leur rapport entre eux et avec les tiers. Un ensemble de règles de droit qui s'appliquent aux intérêts pécuniaires des époux dans leur rapport entre eux et avec les tiers. Le régime matrimonial ainsi défini se présente comme, en fait, constitue le statut pécuniaire de la société conjugale. Donc, on considère la famille comme une société formée des époux. Alors, on applique un certain nombre de règles relatives à l'administration. Ces règles-là s'appliquent à l'administration, à la jouissance, à l'aliénation, donc quand il faut vendre tout ce que possèdent les époux, et qui soit évaluable en argent pendant le mariage et après la dissolution de celui-ci. Donc, le régime matrimonial porte sur les intérêts pécuniaires des époux, sur la façon dont il faut administrer, dont il faut jouir et comment on peut, par exemple, vendre un bien qui appartient à au couple, aux époux et tout ce qui peut être évalué en argent pendant le mariage et après la dissolution de celui-ci. Parmi les biens qu'on peut avoir dans le mariage, il y a les biens que chacun des époux a acquis avant le mariage. Quel est leur sort? Les biens acquis par chacun pendant le mariage. Quel est leur sort? Et les biens acquis conjointement par les époux pendant le mariage. Il est vrai que chez nous, très peu de gens arrivent au mariage avec des biens. Généralement, tout se constitue pendant le mariage. Mais il existe quelques cas rares où on arrive au mariage avec un certain nombre de biens. Il est donc important de pouvoir choisir un régime matrimonial quand on s'engage au mariage. Il est donc important, comme nous parlons de régimes matrimoniaux, de dire un mot sur le mariage. Notre loi, le Code de la famille, définit le mariage comme étant un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable pour vivre ensemble pour la durée de la vie, pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. C'est de cette façon que nous pouvons ramasser la définition du mariage en nous référant aux articles 330 et 349 du Code de la famille. Quels sont les principes qui régissent le mariage? D'abord, c'est l'unité et la stabilité du mariage. La loi insiste sur l'unité et la stabilité du mariage. 2. La liberté individuelle de choix en matière de mariage. Chaque individu est libre de se marier avec une personne de sexe opposé de son choix.
Ici, le législateur a voulu mettre un terme au mariage parfois forcé que l'on connaît dans certaines coutumes et malgré que cela se fait de façon quelque peu mitigée ou simulée. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'eux et pour leur commune destinée et pour perpétuer l'espèce humaine. La dot est une condition de validité de mariage. Mais la dot ne peut être ni majorée ni modifiée après enregistrement ou célébration du mariage. Le mariage est célébré soit en famille, dans ce cas, il est enregistré par l'officier de l'état civil qui adresse l'acte dans les 3 mois qui suivent, soit il est directement célébré devant l'officier de l'état civil. Mais ce que nous constatons ces derniers temps, que tout mariage, même célébré en famille, est également célébré devant l'officier de l'état civil. Lors de la célébration ou de l'enregistrement du mariage, l'officier de l'état civil est obligé de pouvoir interpeller et éclairer le futur marié sur le régime matrimonial à choisir. Le mariage conclu uniquement selon les prescriptions d'une confession religieuse n'est pas pris en considération. Par conséquent, il ne peut produire aucun effet du mariage. La loi congolaise, le code de la famille, ne reconnaît pas le mariage célébré en famille. En fait, en réalité, l'Église bénit le mariage qui a été célébré en famille ou qui a été célébré devant l'officier de l'état civil. Et il est important pour l'Église de vérifier si effectivement le mariage a été célébré en famille et s'il a été enregistré devant l'officier de l'état civil. Chez nous, nous exigeons l'acte de mariage. Nous gardons une copie, une photocopie. Nul n'est autorisé à contracter un nouveau mariage aussi longtemps que le précédent n'est pas dissous ou annulé. Donc, le mariage, il n'existe pas de polygamie. Les 2 mariages ne sont pas non plus autorisés. Deuxième point, les types de régimes matrimoniaux. Notre Code de la famille organise 3 types de régimes matrimoniaux. Le premier, c'est le régime de la séparation des biens. Le second, c'est le régime de la communauté réduite aux acquêts. Et le troisième, le régime de la communauté universelle. En règle générale, les choix du régime matrimonial s'opèrent lors de l'enregistrement ou de la célébration du mariage, selon le cas, par l'officier de l'état civil. Le régime de la communauté réduite aux acquêts s'applique d'office aux époux qui n'ont pas régulièrement opéré leur choix. C'est ainsi qu'il est obligé, pour l'officier de l'état civil, de pouvoir expliquer aux futurs mariés les différents types de régimes matrimoniaux afin d'en opérer le choix, de choisir un seul. Et à notre époque, je me souviens que j'ai été surpris, juriste que je suis, mais j'étais surpris qu'on s'était déjà trouvé, on s'est vu appliquer le régime de la communauté réduite aux acquêts, parce que l'officier, je ne savais pas à quel moment l'officier de l'état civil va nous demander d'opter. Cette question ne nous avait pas été posée. Le régime matrimonial peut être modifié une seule fois durant le mariage, à la demande soit des 2 conjoints agissant conjointement, soit de l'un des époux. Je connais le cas d'un monsieur qui a beaucoup de moyens. Alors, à un moment donné, comme il est plus âgé que la femme, il s'est dit, bon, il a décidé de pouvoir modifier le régime matrimonial
pour favoriser la jeune femme qu'il venait de prendre. Mais comble de malheur, cette femme est partie avant lui. La modification du régime matrimonial n'est autorisée que si elle est nécessitée par l'intérêt du ménage ou par une modification importante intervenue dans la situation des époux ou de l'un d'eux. Par exemple, le cas où un conjoint devient commerçant pour protéger les intérêts de la famille, et les conjoints peuvent décider de pouvoir modifier le régime matrimonial. Par exemple, d'opter pour la séparation des biens. La gestion des patrimoines communs et propres est présumée être confiée au mari, en concertation bien sûr avec la femme, sauf pour les choses réservées à l'usage personnel de chacun. Ça, c'est le principe. Toutefois, au moment de la déclaration de l'option du régime matrimonial, les conjoints peuvent convenir que chacun se chargera de la gestion de ses propres biens. Les conjoints peuvent également demander devant les tribunaux de paix de leur résidence la modification du régime de gestion de leurs biens propres ou communs pendant le mariage. On peut le modifier aussi. Le mari est le chef du ménage. Cet article avait été modifié parce qu'au départ, la loi disait le mari est le chef de la femme. Mais avec les modifications qui sont intervenues, on a remplacé la femme par le ménage. Les époux ont l'obligation de concourir dans l'intérêt du ménage à assurer la direction morale et la gestion financière ainsi que matérielle de leur ménage. Ils contribuent aux charges de ménage selon leurs facultés. Voilà ce que je pouvais ramasser sur le régime matrimonial. Ça, ce sont des règles générales. La dissolution du régime matrimonial. La dissolution du mariage entraîne automatiquement celle du régime matrimonial. Quelles sont les causes de la dissolution du mariage ou du régime matrimonial? Le mariage est dissous soit par décès de l'un des conjoints, soit par le divorce, soit par un nouveau mariage contracté par le conjoint présent à partir du moment où l'autre a été déclaré absent. C'est une longue procédure quand on parle de l'absence. Lorsque l'homme, par exemple, un conjoint est parti, il a fait plusieurs temps, on n'a plus de ses nouvelles, et alors l'autre qui est resté, après plusieurs années, peut solliciter au tribunal de déclarer l'autre conjoint absent. Et à partir de là, dès que le jugement est intervenu, on peut autoriser au conjoint présent de se remarier. Mais le régime matrimonial peut être dissous également sans dissolution préalable du mariage, dans les cas suivants. En cas de modification du régime matrimonial, ce qui entraîne nécessairement la dissolution et la liquidation de l'ancien régime. Quand vous modifiez le régime matrimonial en cours pendant le mariage, eh bien, cela aura pour conséquence la dissolution d'abord du premier régime matrimonial que vous avez opté. Il sera dissous, les biens seront partagés et après cela, on pourra alors appliquer, vous pouvez appliquer les nouveaux régimes que vous avez optés. En cas d'annulation du mariage également, une fois prononcée, la nullité du mariage entraîne également la dissolution du régime matrimonial. Dans ce cas, le régime choisi
est considéré comme inexistant et il est fait application du régime de la communauté réduite aux acquêts. En fait, c'est le régime légal. Quels sont les effets de la dissolution du régime matrimonial? La dissolution du régime matrimonial entraîne l'indiffusion. Tous les biens deviennent biens communs entre les époux. Alors, il faudrait liquider et partager le régime matrimonial, les biens, le patrimoine des époux, avant de liquider et de partager la masse successorale en cas de décès. Parce qu'en cas de décès, on aura l'occasion d'en parler. Nous osons croire qu'en cas de décès, le régime matrimonial est dissous, les biens sont partagés en deux. Les biens sont partagés en deux. Cela, en fait, s'il s'agit du régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle. Alors, chacun des époux reprend ses biens. En ce moment-là, après, on peut parler du partage de la masse successorale. Quelles sont les règles qui s'appliquent à chaque régime matrimonial? Parlons d'abord du régime de la séparation des biens. Ce régime est souvent adopté par des personnes qui se sont remariées ou celles qui exercent des professions libérales pour épargner leurs conjoints, notamment des risques liés à leur profession. Le jour où nous nous sommes présentés devant l'officier de l'état civil, je me souviens que sur environ, si je ne m'abuse, environ 6 ou 7 couples que nous constituions, un seul avait opté pour le régime de la séparation des biens. Et ces couples étaient composés d'un Congolais et d'une étrangère, en fait d'une Européenne. C'était le seul couple qui avait opté pour le régime de la séparation des biens. Ce régime est qualifié par certaines personnes d'absence de régime. On ne marie que des personnes. Mais quant au patrimoine, ils restent dans leur état, ils restent indépendants. Certains disent que c'est une négation de tout régime matrimonial parce qu'il n'y a pas de véritable vie commune. La philosophie étant la séparation générale et totale des avoirs de l'un et de l'autre, ainsi que des dettes de chacun. C'est le chacun pour soi. Quel est le contenu ou la composition des patrimoines dans le cadre du régime de la séparation des biens? Tous les biens sont personnels. Les biens de chacun des époux dont il avait la propriété lors du mariage, c'est-à-dire ceux qu'il a acquis avant le mariage, sont sa propriété, ça lui revient. Ceux qu'il acquiert par la suite pendant le mariage, que ce soit à titre onéreux, moyen de l'argent, ou à titre gratuit, qu'il a reçu en termes de cadeaux, cela importe, peu importe la source, chacun garde ses propres biens. Les fruits que peuvent produire ces biens lui appartiennent en propre, en exclusivité. Seuls les biens acquis ensemble, où chacun a mis quelque chose, qui sont des biens individuels. Mais chacun aussi peut demander le partage. C'est ainsi que la loi prévoit que quand vous avez opté pour le régime de la séparation des biens, vous devez faire un inventaire de vos biens. Et faites un inventaire de biens
meubles et immeubles au moment de l'enregistrement et de la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. Vous faites un inventaire et vous présentez ça à l'officier de l'état civil pour qu'on sache qui est venu avec quoi dans cette association. Les dettes des époux contractées dans le cadre du régime, pour ceux qui sont liés ou qui ont opté pour le régime de la séparation des biens, les dettes des époux contractées avant ou nées pendant le mariage restent propres. En cas de dissolution, l'époux qui aura payé sur ses biens une dette de l'autre a droit au remboursement. Exception faite des dettes relatives aux contributions liées aux charges de ménage auxquelles ils sont solidaires. Si vous avez payé une dette, la dette de votre conjoint, avec votre propre argent, vous pouvez demander le remboursement. Lorsque par la volonté des conjoints, la gestion n'est pas conjointe, chacun des conjoints administre ses biens et en perçoit les revenus. Ils peuvent disposer également, ils peuvent en disposer librement, sauf quelques exceptions que la loi a prévues. En cas de gestion par l'un des conjoints, à la dissolution du mariage, chacun des époux reprend ses propres biens en nature en justifiant qu'il en est le propriétaire ou le concessionnaire. Lorsque le mariage est dissous, chacun prend sa part, prend ce qui lui revient, eh bien, il n'y a plus de problème. On parle aussi de la liquidation du régime de la séparation des biens. En réalité, on n'aurait pas pu parler de la liquidation parce que chacun a ses propres biens. Dès que le mariage est dissous, chacun prend ses biens. Mais il arrive qu'il y ait des incertitudes sur la propriété exclusive de certains biens qu'on a acquis pendant le mariage. Alors, il y a une certaine confusion d'intérêts et il y a eu l'augmentation du nombre des indivisions soumises aux règles générales. Donc, certains biens se sont vus obligés, disons, on n'est pas sûr de la propriété exclusive de ces biens pour un des conjoints. Par conséquent, on doit parler de la liquidation. Lorsqu'il n'est pas démontré que ces biens appartiennent en propre à l'un ou l'autre conjoint, ces biens est présumé individu et il doit faire l'objet de la liquidation. Nous avons fini avec le régime de la séparation des biens. Quid du régime de la communauté réduite aux acquêts? Les acquêts, c'est que vous avez acquis ensemble. C'est à partir du jour où vous vous mariez, où vous avez fait enregistrer votre mariage, où vous avez célébré votre mariage devant l'officier de l'état civil, que cela compte. La communauté réduite aux acquêts est le régime légal. Pour tous ceux qui n'ont pas choisi, on le leur impose. C'est aussi le régime appliqué au cas où le mariage est annulé. Mais il n'y a que le tribunal qui peut annuler un mariage. Il n'y a que le tribunal. Nous avons vu dans les réseaux sociaux, j'ai suivi, c'est vrai ou faux, qu'un maire d'une ville aurait annulé un mariage simplement parce que les mariés, par conviction, parce qu'ils prient dans une église, ils ont refusé de pouvoir se donner un baiser devant l'officier de l'état civil. Ok. Alors, ce cas-là a vraiment créé un tollé à travers les réseaux sociaux. Mais cette nullité, cette annulation ou cette nullité est nulle parce qu'il n'a pas le pouvoir d'annuler un mariage. Seul le tribunal de paix est qualifié pour pouvoir annuler un mariage.
Alors, qu'en est-il des mariages qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur du Code de la famille, en fait, soit le 1er janvier 1988? La loi dit que tous les mariages qui ont été enregistrés ou conclus conformément au Code civil ou selon la coutume, avant le 1er janvier 1988, date d'entrée en vigueur du Code de la famille, ces mariages sont régis ou sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquets. On n'a pas demandé l'avis ou l'accord ou le consentement des mariés. Lorsque les conjoints ont librement et régulièrement opté pour ce régime devant l'officier de l'état civil, ce régime leur aussi applicable. Quel est le contenu de ce régime de la communauté réduite aux acquets? Ce sont les biens communs, ce sont les biens que les époux ont acquis ou acquièrent pendant le mariage par leur activité commune ou séparée, ainsi que le bien conjointement acquis par les deux époux, soit par donation, soit par succession. Tous ces biens qu'ils ont reçus entrent dans la masse des biens communs ou de la communauté. Mais il y a quelques exceptions, je vous fais grâce de toutes ces exceptions. Les biens propres de chaque époux, les biens que chacun des époux possède au moment de l'enregistrement du mariage ou de la célébration de celui-ci, ou qu'il acquiert par la suite, soit par donation, soit au moyen par succession ou par testament, ainsi que les dettes propres. Tout cela constitue la masse qui tombe dans la communauté réduite aux acquets. Comment s'opère la liquidation de la communauté réduite aux acquets? Le partage de l'actif et du passif des biens communs ou présumés indivis se fait par moitié. On prend ce que vous avez, tous les biens que vous avez, meubles et immeubles. Par bien meubles, là on compte également l'argent, les comptes en banque. Tout ce que vous avez, eh bien, est divisé par moitié. Il y a une moitié. J'anticipe déjà, quand on parlera de succession, le régime matrimonial est dissous. Chacun, il y a une partie qui revient au conjoint survivant et c'est la partie qui revient au défunt, c'est celle-là qui tombe dans la masse successorale. La succession ne joue que sur cette partie-là. Et le conjoint survivant est aussi héritier, mais de deuxième catégorie. Du régime de la communauté universelle. C'est le régime le plus simple dans la mesure où il consacre entre les époux la communauté de tous les biens, tant meubles qu'immeubles, ainsi que de leurs dettes présentes et futures. Tout cela fait partie du régime de la communauté universelle. Il y a toutefois quelques exceptions que j'aimerais bien énumérer ici, resteront propres aux époux, à chacun des époux. Les biens mobiliers et immobiliers qu'ils vont accueillir à titre gratuit avec exclusion des communautés. Quelqu'un peut vous faire un don, mais il dit ça c'était pour vous en propre. Ce n'est pas pour la commune, pas pour votre famille ou votre foyer. Les biens qui leur sont strictement personnels. Il y a par exemple les indemnités compensatoires d'un préjudice que l'un des époux aurait subi
il a subi un préjudice physique et on l'indemnise, cela rentre dans le cadre des biens propres. La pension de retraite et d'invalidité. C'est le régime le plus simple et le plus communautaire dans la mesure où tous les biens font partie de la communauté sans qu'il soit nécessaire de distinguer le moment auquel ils ont été acquis, avant ou pendant le mariage, ni leur nature, ni leur mode d'acquisition, qu'ils soient acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. Le professeur Kifwabala dit ceci dans son livre, qu'il a été jugé que même les biens irrégulièrement acquis entrent dans la communauté. Même si un des couples a acquis des biens de façon irrégulière, ces biens font partie de la communauté. Il est donc question des biens présents et futurs au jour de l'enregistrement ou de la célébration du mariage, sauf les exceptions que j'ai énumérées ici. En cas de modification du régime de la communauté universelle, l'actif et le passif de la communauté universelle seront partagés par moitié entre les deux époux, comme en cas de dissolution du mariage. À la dissolution du mariage, l'actif et le passif, donc les biens que vous avez, que les époux ont, ainsi que les dettes de la communauté sont partagés par moitié. Quel est le régime matrimonial qui convient le mieux pour les couples chrétiens? Et pour quelles raisons? Quel est le régime matrimonial qui convient le mieux pour les couples chrétiens et pour quelles raisons? Les successions. Je vais énoncer, je crois que je vais donner juste l'essence, les énoncer et puis je vais m'arrêter là-bas. Les successions. Je crois bien que je me fais comprendre, je ne suis pas trop pressé et que ce n'est pas trop technique. Ça va? Ok. Les successions. Chaque jour, nous entendons parler de successions. Et quand vous parcourez les cours et tribunaux, il y a beaucoup de conflits en matière de succession. Et même devant l'Église, à l'Église, il y a beaucoup de gens qui sollicitent des conseils en ce qui concerne les successions. Donc c'est un texte très important, c'est une matière très importante. La Bible, quand nous parcourons la Bible, nous allons voir que Abraham, il connaissait les successions. Il a réglé les successions. Il devait faire un choix pour ses héritiers. Il a commencé par choisir Eliezer. Ensuite, c'était Ismaël. Et après, c'était le tour d'Isaac. Vous connaissez le récit. Et quand il a fini, quand il devait, avant de mourir, il a même renvoyé les enfants qu'il a eus avec ses concubines, avec des cadeaux qu'il leur avait offerts. Quand nous parlons de Jacob et de tous les autres, il y a beaucoup de cas de succession. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Même si le législateur congolais ne définit pas les successions, mais celle-ci désigne le mode de transmission pour cause de mort. Mode de transmission en cas de mort, c'est-à-dire le mode de transmission du patrimoine d'une personne décédée à plusieurs personnes, une ou plusieurs personnes vivantes. Comment ces biens sont transmis? Nous avons rencontré un cas d'un serviteur de Dieu, un Américain, nous dit que le travail qu'il fait, cela vient et les biens, les immeubles qu'il vend, en fait, il a acquis ce travail de ses arrière-grands-pères. C'est passé du grand-père de l'arrière-grand-père au grand-père, du grand-père au père, et maintenant de père à fils. Et lui, à son tour aussi, doit léguer cela. Notre
le code de la famille dit que lorsqu'une personne vient à décéder, la succession de cette personne, qu'on appelle le défunt, est ouverte au lieu où cette personne avait son domicile ou sa principale résidence. Dès que la personne décède, c'est là que s'ouvre la succession. Alors, il faut apporter la preuve que la personne est effectivement décédée pour parler de succession. N'est-ce pas? Il ne faut pas dire simplement que non, le grand-père au village, il est pratiquement, dans ces derniers jours, nous pouvons déjà régler la succession en ce moment. Non. Tant qu'il ne s'est pas encore éteint, on ne parle pas de succession. On ne peut succéder que quand la personne, le propriétaire du patrimoine, est décédé. Alors, les successions concernent aussi les personnes physiques. Ça ne concerne pas ici les personnes morales, une société ou une ASBEL. Toutes les sociétés ou les ASBEL ont leur législation qui régit cette matière-là. Mais ici, nous parlons de succession des personnes physiques. Il faut que la personne puisse effectivement décéder. Mode de transmission du patrimoine du défunt. On distingue des successions testamentaires avec testament ou sans testament. Lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par testament, ces biens reviennent aux héritiers ab intestate ou sans testament. Sans testament. C'est-à-dire là où il n'y a pas de testament. La succession testamentaire. Le testament, nous les Africains, nous n'avons pas cette culture de rédiger des testaments. Je me souviens qu'un de mes frères, avant sa mort, il m'appelle, il dit, viens, il faut que je rédige, il faut que tu m'aides à rédiger mon testament. J'ai dit, pourquoi? Mais tu ne crois pas que Dieu va te guérir? Il dit, je crois, mais on fait ça d'abord. On a rédigé le testament, il a signé, et après sa mort, ça a épargné les enfants vraiment de beaucoup de problèmes. Il ne faut pas avoir peur de rédiger un testament, mais si vous pouvez le modifier, vous pouvez même le détruire, mais il reste votre testament. Mais on a peur du testament. Le testament, c'est un acte personnel du défunt par lequel il dispose pour le temps où il ne sera plus de son patrimoine, il le répartit, détermine les héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou des dernières volontés auxquelles des effets juridiques sont attachés. Donc, une personne décide de ses biens. Il fait d'abord l'inventaire de ses biens. Après, il fait l'inventaire des héritiers et il décide du sort de ses biens. Il donne une partie aux enfants, par exemple, et s'il estime qu'il y a une autre partie qu'il faut donner à d'autres personnes, il le fait aussi. Ça, c'est par testament. Donc, le testament, c'est un acte unilatéral qui exprime la dernière volonté du défunt. Ce n'est pas un contrat. C'est un acte personnel, mais qui ne produit des effets qu'après la mort de celui qui l'a rédigé. Il peut être révoqué à tout moment par son auteur. Il peut concerner aussi le funérail. Quelqu'un peut décider de la façon dont ces funérailles seront organisées.
Ça peut porter aussi sur l'éducation des enfants, sur la reconnaissance d'un enfant. Alors, quelles sont les formes de testament? On distingue 3 sortes de testaments. Il y a le testament authentique, le testament holographe et le testament oral. Donc, vous pouvez faire votre testament devant un officier de l'état civil, et c'est ce qu'on appelle le testament authentique. Vous présentez devant lui, vous faites vos déclarations, vous signez, et l'officier de l'état civil signe également, et en présence de témoins. Il peut être écrit de la main de son auteur. Vous écrivez vous-même, du début jusqu'à la fin, et vous signez. Aujourd'hui, avec la modernité, vous pouvez saisir. Mais si vous saisissez, vous mettez ça par écrit, vous saisissez ça, vous imprimez, il faudrait parapher sur chaque page et mentionner que c'est vous qui avez signé cela. Vous devez signer. Mais malgré ça, nous avons rencontré sur le plan pratique des gens, des enfants ou même des frères du défunt qui contestent la signature ou même les écrits du défunt. Ils disent non, ça c'est pas notre père qui a écrit. Ça c'est pas notre frère. J'allais dire alléluia. Donc le testament holographe, c'est celui qui est écrit de la main de son auteur. Il écrit lui-même. Il peut être écrit sur papier, même au mur. Quelque part, vous le cachez. Même sur un bois, même à la porte. Vous cachez ça, vous couvrez. Et là se trouve votre testament. Mais il doit être daté et signé. Pourquoi doit-on mentionner la date? On a constaté sur le terrain, sur le plan pratique, que, et c'est un cas que nous avons connu, on dit qu'il avait signé cet acte à telle date. Mais quand on va produire l'attestation de décès, on constate qu'à cette date, la personne était déjà décédée. Comment est-elle sortie pour pouvoir signer un testament et retourner dans la tombe? Il n'y a que Jésus qui a fait un testament et qui est revenu sur la terre et il veille lui-même sur son testament. En dehors de lui, personne d'autre ne peut le faire. Et il l'a fait. Donc le testament est soit oral, il est soit authentique, il est d'abord soit holographe, écrit de la main, soit authentique, il peut être également oral. Une personne qui sent sa mort arriver, sa mort imminente, il peut faire un testament verbalement en présence d'au moins 2 témoins. 2 témoins. Mais je me suis posé plusieurs questions. Aujourd'hui, avec tout le développement de la technologie, on est en train de pouvoir modifier la voix de quelqu'un. Est-ce qu'on ne peut pas tricher avec un testament oral? Lui imputer une voix alors que ce n'est pas la sienne. Tout testament oral est révocable à tout moment, en tout ou partie par le testateur. Il peut révoquer son testament. Il croyait mourir dans 1 semaine et ces jours se prolongent. Il peut annuler son testament. Alors, tout comme le testament oral est révoqué d'office si le testateur ne meurt pas dans les 3 mois qui suivent le jour où il a fait son testament. Si dans les 3 mois il ne meurt pas, eh bien,
le testament tombe caduc. Il est d'office annulé, révoqué. Mais celui qui fait un testament peut aussi exclure de la succession certains héritiers. Nous avons vu ou connu des cas où un père décède, il a exclu de la succession un certain nombre d'enfants, ou même tous, ou les enfants du premier lit, ou du second lit, et vice-versa. Mais un cas qui nous avait beaucoup dérangé, c'est pour cela que la loi a été modifiée. Parmi les raisons, il y a celle-là. La loi, le texte ancien prévoyait que c'est l'héritier le plus âgé qui devient liquidateur. Alors, la conséquence était que c'est soit Papa Kouloutou, c'est soit peut-être un Papa Lek, les autres enfants étant nés après. Alors, c'était eux qui prenaient qui étaient devenus liquidateurs. Alors, en ce moment-là, on manipule la succession comme on l'entend. Et nous avons connu le cas d'un papa, et c'était un Papa Lek aux enfants, aux orphelins. Il avait décidé d'écarter de la succession la fille aînée, pour la simple raison que celle-là, elle priait dans une église dont je veux taire le nom. Elle priait dans une église et pendant ce temps, elle était en retraite. Elle n'a pas assisté aux funérailles de son père et l'oncle paternel décide de pouvoir l'exclure de la succession. Heureusement qu'on est intervenu, on a aidé la fille. Il a été démontré que avant sa mort, le père avait même acheté une voiture qu'il avait inscrite au nom de cette fille-là. Comment pouvait-elle être en mésentente parce qu'il avait prétendu que le papa et l'enfant ne s'entendaient plus dans ces derniers jours? Comment pouvait-il acheter une voiture et l'inscrire au nom de la fille avec laquelle il ne s'entendait pas? Donc ce sont des cas qu'on a connus. Je vais m'arrêter quelque part ici. Alors, si un héritier est exclu de la succession par le défunt, il est considéré comme n'étant pas concerné par la succession. Nous parlerons peut-être à une autre occasion du rapport de la succession, des successions sans testament. C'est là où on parle de liquidateurs. On va parler de liquidateurs, des héritiers de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième catégorie. Nous allons parler du choix ou de l'option que doivent prendre les héritiers. Un héritier peut refuser. Et on a connu des cas sur le plan pratique, des héritiers qui ont refusé de succéder, d'accepter la succession de leur père, simplement parce que la succession comprenait plus de dettes, plus de problèmes que de biens qu'on pouvait avoir. Voilà pourquoi certaines successions ne sont pas agréables. Mais nous sommes des héritiers du grand roi. Nous sommes des héritiers et des héritiers qui bénéficient des avantages que le Seigneur nous a accordés, qui lui sont réservés. Voilà brièvement présenter les régimes matrimoniaux et une partie de succession. Le temps étant, je me limite là-bas. Merci.